Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette séance du séminaire esthétique anarchiste. Alors, on a aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Paul-Bernard Nourreau, qui est historien et théoricien de l'art, qui est ATER ici même au département Art, et qui est déjà l'auteur d'un nombre relativement important d'ouvrages en nom propre. Il y a sa thèse consacrée à l'art d'après Auschwitz, qui a été publiée dans une version très remaniée ou très condensée, on va dire. Cet ouvrage s'appelle Les œuvres silencieuses sur l'art d'après Auschwitz. C'est paru en 2017 aux éditions Petra. Mais avant cela, il y a eu un livre qui est, je crois, le seul à traiter de ce sujet dans la littérature francophone, toujours en lien avec l'événement des camps nazis, cette fois consacré à la figure du musulman dans les camps nazis, donc un ouvrage qui s'intitule « Figurer l'autre » sur la figure du musulman dans les camps nazis, chez Quimet en 2013. Et comme les intérêts de Paul sont aussi variés, il y a dans sa bibliographie un autre ouvrage, toujours en nom propre, consacré à Bernard-Marie Coltès, qui s'intitule « Les ombres solitaires », donc c'est sur la solitude dans les champs de coton, où Paul travaille à la question de la dette chez Coltès et au théâtre en 2012, et également toujours autour des liens entre image et histoire, un collectif qu'il a co-dirigé avec Luba Jürgensen, qui s'intitule Témoigner par l'image, aux éditions Petra également. Voilà, c'est déjà donc une bibliographie impressionnante. Et je suis vraiment très très heureux qu'on l'accueille ici aujourd'hui. D'une part parce que ces recherches en cours sur les liens entre l'art contemporain et la crise migratoire ou la crise mondiale des réfugiés que nous vivons, eh bien ces recherches qu'il mène actuellement me paraissent extrêmement importantes et précieuses, aussi d'un point de vue pédagogique. Enfin, c'est bien que ces questions-là soient abordées avec les étudiants, et c'est important pour nous aussi qu'elles apparaissent ici. Mais ce n'est pas exactement de cela dont il va nous parler aujourd'hui, parce qu'en outre, et c'est la seconde raison pour laquelle je suis très content qu'on l'accueille, il a eu la générosité de produire une proposition directement en lien avec ce qui avait pu se dire dans d'autres séances du séminaire, en travaillant cette notion d'imprévisible, ou l'imprévisible comme art en tant que réplique au politique. Voilà, donc je suis vraiment très très heureux qu'il soit avec nous ce soir, et je vous demande de l'accueillir avec chaleur. Merci beaucoup, Frédéric. Je tenais à te remercier d'abord pour le soin que tu mets à rendre possible cette espèce de discussion et d'échange. Puis je suis très heureux, évidemment, d'être invité à ce séminaire. Comme l'a indiqué Frédéric, en réalité, l'idée de réfléchir à ce thème est née de l'intervention qu'avait donnée ici Catherine Malabou en décembre dernier. Et elle parlait à ce moment-là du dilemme entre représentable et irreprésentable, et il m'avait semblé, je ne sais pas trop pourquoi, et je ne suis toujours pas sûr de savoir exactement pourquoi, que l'imprévisible pouvait permettre justement de sortir un peu de ce dilemme entre représentable et irreprésentable, et de ne pas s'en tenir non plus seulement au cadre de la représentation. Alors je me souviens que la réaction de Catherine Malabou avait été de répondre qu'il n'y avait pas vraiment d'imprévisible, et qu'en matière politique, le mot servait le plus souvent d'excuse. Alors c'est peu de dire que les événements récents lui ont donné raison, mais justement il y a peut-être un risque à avoir raison avec les circonstances, à donner raison à ceux qui font de l'imprévisibilité un argument d'innocence, sans s'interroger sur le possible dévoiement de cette notion et la façon que ce dévoiement a de dissimuler une forme de culpabilité. Donc c'est pourquoi je me propose de tenter une théorisation de l'imprévisible
qui va verser, je le crains, plus souvent dans le champ politique artistique. Mais je nourris un peu l'espoir discret qu'en m'éloignant ainsi, je ménage un peu de champ, justement, aux praticiens comme aux théoriciens de l'art, afin d'examiner la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Alors l'imprévisible ne possède pas, je crois, de contours théoriques très nets. Il exerce par conséquent sur la pensée ce genre de séduction qui émane de l'indétermination et du fait d'avoir été insuffisamment creusé. Il faut s'empresser de préciser que l'imprévisible séduit cependant sans charmer, au sens où il s'avère essentiellement décevant intellectuellement, c'est-à-dire impraticable, intraitable, en sorte qu'on se trouvera rapidement dans une situation où chaque fois qu'on dira l'imprévisible, c'est ça plutôt que cela, on pensera simultanément oui, mais c'est pas exactement cela, c'est aussi ça, et puis ça interminablement. Le mot a ceci d'attirant pour les questions visuelles qu'il viendrait se loger dans l'écart peu souvent contemplé qui se situe entre le visible et l'invisible. L'imprévisible serait ce visible qui n'est pas encore advenu et qui demeure invisible, quoique l'on imagine qu'il pourrait accéder à la visibilité, mais on ne peut pas prédire par avance la forme qu'il prendra. Sous ce rapport, l'imprévisible ressortirait à l'ordre de la visualité et plus certainement au contre-ordre de la contre-visualité. De même que Sarah Alonso Gomez et Julie Martin écrivent que lorsqu'une visualité se risque à en supplanter une autre, c'est le regard de tous qui vacille, parce que la contre-visualité consiste à jouer avec les règles inconnues de la visualité. De même, l'imprévisible désignerait cet interstice, ce jeu entre l'invisible et le visible, qu'on ne peut ajointer et qui ne peut être totalement maîtrisé qu'à condition d'être méprisé ou réduit. L'imprévisible est ce qui perturbe l'ordre du visible, sa succession, sa temporalité, dont l'existence permet néanmoins d'imaginer qu'une autre visibilité est possible, que la visibilité le cède, par exemple, à un autre registre esthétique qui serait celui de l'ouïe ou de l'inouï, par exemple. Un des exemples, je crois, les plus représentatifs et les plus précoces de ce mouvement serait le monument contre le fascisme de Jochen Gertz et Esther Schalep-Gertz. Ce qui est imprévisible, ce n'est pas que ce dispositif suscite des réactions, ce sont les réactions qu'il suscite qui sont imprévisibles, sur le moment et après que le monument a disparu. Présente la colonne Institut dans l'espace un lieu, qui est un lieu de réunion et de prise de parole, et qu'elle soit écrite ou proférée. Absente, la colonne ne cesse pas d'être un lieu pour autant, pas plus que la parole ne s'éteint une fois le monument devenu quasiment invisible. La parole qui relaie le monument lorsqu'il est visible relaie une autre parole, une parole autre, lorsqu'il est devenu invisible. Cette façon de créer ce qu'on a appelé un lieu de parole constitue une intervention politique où l'artiste se tient en retrait et où se consomme la perte de l'objet commué en mouvement, en parole. Alors, le monument contre le fascisme, vous le savez, avait suscité des réactions hostiles, notamment de la part de groupes néo-nazis et des contre-réactions venues des bords antifascistes. Mais la municipalité de Hambourg, à ma connaissance, ne semble pas avoir pris d'autre parti que de laisser faire. En 2018, en revanche, le monument aux étrangers et aux réfugiés érigé sur la Königsplatz de Kassel par Olu Ogwibe a rapidement été démantelé par la ville après que l'obélisque fut devenu un point de ralliement politique pour les militants pro- et anti-réfugiés. Et il a été de nouveau érigé en 2019, mais cette fois sur le site historique de la Documenta, comme si l'intervention de l'artiste sur la place publique suscitait des réactions dont l'imprévisibilité appelait qu'il soit littéralement déplacé, soustrait au public inaverti pour être réservé à un public averti. Il s'agissait en somme de circonscrire l'imprévisible politique que le visible artistique risquait à tout moment de déclencher. De fait, et j'en reviens à la théorie, la seule certitude qui puisse être tirée de l'imprévisible, c'est qu'il est à venir, qu'il survient sans qu'on puisse le voir venir, ni prévoir à quel moment. Car ses effets sont sans commune mesure avec ses causes. Ils lui sont toujours disproportionnés. Peut-être est-ce là d'ailleurs que l'imprévisible s'avère foncièrement anarchique, au sens où ce qui le fait advenir ne provient pas de sa cause, mais lui survient, qu'il sursoit à sa cause et n'obéit pas au commandement inhérent au commencement. Hannah Arendt a abondamment commenté cette inhérence entre commandement et commencement, mais c'est par la critique qu'en produit Giorgio Agamben qu'on peut s'arrêter. On la trouve dans un court texte intitulé justement « Qu'est-ce qu'un commandement ?» articulé à celui sur l'archéologie de l'œuvre d'art dans Création et anarchie.
En revenant à Aristote, Agamben met au jour ce qu'il perçoit comme un conflit historique à tout point de vue décisif, écrit-il, entre art et œuvre, énergeia et ergon. L'un et l'autre sont apparentés, rappelle-t-il, en ce que l'énergeia désigne ce qui est en œuvre, de l'ordre de l'œuvrer, dont le résultat est l'ergon, l'œuvre. Mais cette énergie ne se situe pas dans l'artiste, selon Aristote. Elle est en puissance dans l'œuvre elle-même. C'est en ce point qu'un conflit historique se fait jour entre la philosophie antique de la puissance et la théologie chrétienne de la volonté. Je crois même, hasarde Agamben, qu'il ne serait pas faux de dire que si la philosophie grecque avait en son centre la puissance et la possibilité, la théologie chrétienne, et à sa suite la philosophie moderne, place en son centre la volonté. Si l'homme antique, poursuit Agamben, est un être de puissance, un être qui peut, l'homme moderne est un être de volonté, un sujet qui veut. Cet antagonisme explicite aux yeux du philosophe ce qu'il appelle la curieuse impulsion autodestructrice qui anime l'art contemporain et qui consiste à dévorer l'œuvre elle-même en la remplaçant par un œuvré, une énergie, qui prend à ses yeux une forme liturgique. Il écrit que le terme grec leiturgia signifie œuvre, prestation publique de laos, peuple et ergon. Je ne crois pas énoncer quelque chose d'extravagant, hasarde de nouveau Agamben, en suggérant l'hypothèse que les avant-gardes et leurs émanations contemporaines gagnent à être lues comme la reprise lucide et souvent consciente d'un paradigme essentiellement liturgique. Alors le problème avec Agamben, comme l'a pointé Catherine Malabou dans Au voleur, c'est que Dieu est partout. Ou plus précisément, que la théologie oriente toute sa pensée. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inclination liturgique de l'art contemporain serait admissible puisqu'il privilégie effectivement cet art contemporain, l'énergie sur l'œuvre. Elle serait admissible si elle ne penchait nécessairement avec Agamben du côté du sacrement au lieu de s'en tenir à sa dimension antique de prestation publique. Si le fin mot du désœuvrement, de l'argos, comme il l'écrit cette fois dans Qu'est-ce que l'acte de création, ne revenait à la grâce. Qu'est-ce que l'acte de création se termine par la grâce, au lieu de demeurer au niveau de l'imprévisible, que la grâce indique, certes, mais qu'elle intègre dans un cadre téléologique en plus d'être théologique. Or, il me semble que l'imprévisible s'écarte du commencement d'une manière de bout en bout anarchique, en ce qu'il s'écarte également de sa fin. L'imprévisible erre sans but. Il n'est commandé ni par un arché, ni par un télos. Il serait à lui-même sa propre fin, comme peut l'être la danse. Le mouvement sans fin de la danse rejoint et engendre le moment imprévisible qui fait qu'un homme ou un groupe d'hommes se met à danser. Car rien ne permet de déduire quand l'imprévisible prend fin, quand la danse se termine, ni même qu'elle se termine en danse. L'imprévisible est un excès de l'être, du moment, du lieu. C'est pourquoi il semble souvent si excessif, à contretemps, déplacé, voire obscène. Non seulement parce qu'il provoque de l'inhabituel, de l'insolite, qui conservent néanmoins leur référence au cadre d'habitude que l'habituel transgresse, mais plus fondamentalement parce que l'imprévisible n'est pas nécessaire. C'est ce qui le différencie, je crois, de l'accidentel et qui rend l'imprévisible inévitable. La connaissance des causes d'un accident permet de l'éviter et permettra qu'il ne se reproduise plus. Parce que l'imprévisible, lui, ne se reproduit pas, du moins pas sous la même forme, la connaissance des causes est à son sujet sans utilité. C'est ce qui le différencie également de l'inattendu, bien qu'il soit plus proche à première vue de l'imprévisible. Ce qu'on n'attendait pas arrive sans qu'on l'attende, mais il n'était pas imprévisible, on pouvait s'y attendre. L'inattendu est de l'ordre de l'improbable, et l'improbable est contenu dans la probabilité, alors que le visible n'est pas contenu dans l'imprévisible. Par exemple, c'est pas très clair sinon, on pouvait s'attendre à ce que la police interpelle un homme qui se promène dans un lieu public quasiment nu à 7h30 du matin, un coq relié à son sexe par un ruban. Il est plus inattendu, assez improbable en somme, qu'il se présente ainsi sur l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro à Paris, au moment même où il débarque un quart de nonnes. Parce qu'il y a des nonnes derrière. Ah non, vous ne les voyez pas ? Ah non, alors sur d'autres images, il faudrait aller regarder, mais en fait, exactement au moment où Stephen Cohen apparaît, il y a un quart de nonnes qui est en train de se prendre en photo devant la Tour Eiffel au niveau de l'esplanade. Alors c'était
a priori inattendu, improbable, mais puisque le lieu est fréquenté par les touristes, que les nonnes font du tourisme et qu'elles sont d'ordinaire matutinales, il y avait tout de même une certaine probabilité qu'elles se trouvent là. Ce qui reste imprévisible, c'est qu'un homme s'expose ainsi à cette heure-là. Ce qui s'avère prévisible en revanche, c'est qu'un tel homme et son animal de compagnie ne sauraient rester longtemps libres de leurs mouvements et de leur corps dans un pays comme le nôtre. Mais on reviendra plus tard à Stephen Cohen. On comprend cependant, à partir de son exemple, que l'imprévisible ne relève pas de la nécessité, bien qu'il en provienne. L'imprévisible relève de la liberté. Il est cette liberté prise sur la nécessité. Il lui est lié, mais il lui échappe. L'imprévisible désigne cette échappée qui est toujours un jeu, dont il n'observe les règles qu'afin de pouvoir s'en jouer, comme des circonstances. L'imprévisible est une ouverture, une percée, qui acquiert pour l'être la valeur d'une sortie de lui-même, de l'état qui était le sien, jusqu'à ce que l'imprévisible survienne. Mais cette extase demeurerait privée, et l'imprévisible a un miracle, s'il n'ouvrait à l'autre, aux autres et à la conscience que la liberté qu'il convoit est un lot partagé, conscience qui se réalise dans la rencontre. C'est pourquoi l'imprévisible est alors fêté comme une libération et extérieurement perçu comme une menace. Le plus grand danger, semble-t-il, c'est que l'humour surgisse dans la survenue de l'imprévisible, car alors, je cite, « le rire peut tuer le pouvoir qui joue les Jupiters et qui ne saurait donc le tolérer ». Alors cette citation, qui semble être écrite pour aujourd'hui, ne date pourtant pas d'hier. Son auteur était prêtre, membre de la Compagnie de Jésus. C'est Michel de Certeau, l'historien, qui l'écrivit dans le sillage de mai 68. Le texte issu de l'expérience qu'il fit alors, que Michel de Certeau fit alors des événements de mai 68, apparut sous le titre « La prise de parole ». Il la restitue de la manière suivante, c'est une citation un peu longue, mais elle est très belle, je crois. Michel de Certeau écrit de mai 68 la chose suivante. Une sorte de fête, quelle libération n'est pas une fête, a transformé du dedans des jours de crise et de violence. Une fête liée, mais non identifiable, au jeu dangereux des barricades ou au psychodrame d'une catharsis collective. Quelque chose nous est arrivé. Quelque chose s'est mis à bouger en nous. Émergeant d'on ne sait où, remplissant tout à coup les rues et les usines, circulant entre nous, devenant nôtres, mais en cessant d'être le bruit étouffé de nos solitudes, des voix jamais entendues nous ont changé. Du moins, avions-nous ce sentiment. Il s'est produit ceci d'inouï. Nous nous sommes mis à parler. Il semblait que c'était la première fois. De partout sortaient les trésors, endormis ou tacites, d'expériences jamais dites. En même temps que des discours assurés se taisaient et que des autorités devenaient silencieuses, des existences gelées s'éveillaient en un matin prolifique. Fin de citation. Le plus imprévu qui est éclos en ce matin prolifique, ajoute de Certeau, c'est, je le cite de nouveau, ce fait dont nous sommes témoins pour l'avoir vu et y avoir participé, une foule est devenue poétique. Et c'est parce qu'elle est devenue poétique qu'elle est redevenue politique. Parce qu'alors survient ce moment où l'existence se dote d'un sens qui n'était pas contenu dans ses conditions, qu'elle prend une direction que l'histoire ne lui avait pas donnée, un chemin que les existences précédentes n'avaient pas frayé pour elle, et dont nul ne peut dire par avance jusqu'où il mène, parce que nul ne peut garantir qu'il ne bifurquera pas à nouveau, encore et encore. L'imprévisible, en effet, déroute le savoir historique, la pensée philosophique, le pouvoir politique. On ne sait d'où il vient ni où il va, seulement encore une fois qu'il survient. L'histoire, parce qu'elle contemple un temps passé, ne peut guère que tenir le compte des imprévus survenus en son cours, et éventuellement relativiser rétrospectivement leur caractère imprévu. La philosophie, qui considère pour sa part un autre temps, examine les conditions de ces survenus et leurs effets. Mais la politique, qui s'occupe du temps présent, doit se demander sans relâche ni distance comment prévenir sa survenue. Dans Humanisme et terreur, en 1947, Maurice Merleau-Ponty posait les termes insolubles, il va sans dire, de cette situation de la manière suivante. Aucun politique, écrit Merleau-Ponty, ne peut se flatter d'être innocent. Gouverner, comme on dit, c'est prévoir, et le politique ne peut s'excuser sur l'imprévu. Or, il y a de l'imprévisible. Voilà la tragédie. Or, il y a de l'imprévisible. La formulation de Merleau-Ponty a quelque chose d'entêtant, d'insistant, qui adhère, par son énoncé,
au mode de survenue de l'imprévisible. Ce « il y a » est une forme d'illéité, au sens qu'a attribué Emmanuel Lévinas à son néologisme, lequel, écrit Lévinas, indique une façon de me concerner sans entrer en conjonction avec moi. Le paradoxe, écrit Lévinas toujours, de cette responsabilité consiste en ce que je suis obligé sans que cette obligation ait commencé en moi. Comme si, en ma conscience, un ordre s'était glissé en voleur, s'était insinué par contrebande, comme à partir d'une cause errante de Platon. L'imprévisible concerne l'homme politique de manière directe, alors même qu'il ne l'a pas cherché, qu'il ne peut le trouver, mais qu'il est trouvé par lui, lui rappelant en quelque sorte les limites de son pouvoir, comme dans la tragédie. Chez Platon, la cause errante que désigne la nécessité peut être orientée par l'intelligence, selon un emparement qui s'apparente à celui que décrit Machiavel lorsqu'il prétend que la fortune peut être domptée par cette forme de vertu qui s'apparente encore à la ruse antique en transformant le hasard en moment opportun, mais qui annonce déjà d'un autre côté cette conception moderne de la pratique politique qu'il faut bien appeler un art politique, dont la maîtrise de l'imprévisible, confère au prince une partie non négligeable de l'autorité que lui reconnaissent ses sujets. Réflexivement, tout un pan de la pratique artistique peut être qualifié de machiavélienne, transformant l'imprévisible en œuvre, l'intégrant à ses formes, en sorte que l'imprévisible y est en quelque sorte pris au piège et maîtrisé, cette maîtrise étant elle-même la démonstration qu'on a affaire à un artiste, à un maître, parent du prince. A l'inverse, toute une partie de l'art contemporain semble davantage préoccupée par le souci de libérer l'imprévisible, d'élaborer des dispositifs non pas piégeux, mais provocateurs, destinés à provoquer de l'imprévisible, sans qu'on soit toujours en mesure d'identifier le provocateur comme un artiste. Ce qui est très frappant dans le cas que je vous ai gentiment laissé sous les yeux depuis tout à l'heure, le cas de Stephen Cohen en 2013, c'est que la provocation n'a pas eu le temps de déclencher véritablement une situation imprévisible. L'imprévisible a en réalité besoin de temps pour faire survenir son moment. L'artiste a été très rapidement appréhendé par la police, qui l'a placé en garde à vue une dizaine d'heures, avant qu'un tribunal ne le reconnaisse coupable l'année suivante d'exhibition sexuelle, sans prononcer de peine à son encontre, mais en l'inscrivant au fichier des délinquants sexuels, ce qui contraint notamment l'artiste à communiquer aux autorités ses changements d'adresse. Stephen Cohen a été très surpris de constater qu'aucun artiste français ne lui a manifesté publiquement son soutien à cette occasion, d'autant que l'enjeu à ses yeux n'était pas sexuel. Je cite Cohen, « Tout à propos de moi est inscrit dans mon pénis. Blanc, juif, mâle, gay. » C'est à propos d'identité, ce n'est pas à propos de baiser. Les accusations de l'État sont donc complètement inappropriées parce qu'elles parlent d'exhibitionnisme sexuel. Il ajoute « Vous savez, j'ai fait des œuvres plus difficiles dans des pays plus conservateurs, ce qui explique pourquoi je peux avoir l'air en colère. » Une dizaine d'années auparavant, Stephen Cohen avait notamment réalisé The Chandelier Project dans un bidonville de Johannesburg, proche de la résidence d'artistes qu'il occupait à l'époque. Il réalisa sa performance le jour où les employés municipaux investissaient la zone afin d'en expulser les habitants avant le démantèlement de leur habitat. Comme c'était prévisible, l'un de ses agents a directement menacé l'artiste en brandissant au-dessus de lui son casse-tête, avant que des femmes du bidonville ne l'en empêchent, ne se mettent à aider l'artiste à se déplacer, puis commencent à entamer une danse avec lui, ce qui était moins prévisible. Ce qui est imprévisible, c'est le geste. Dans un cas, l'État réagit rapidement et avec force, efficacement, dirait-on, à la survenue imprévisible d'un artiste dans l'espace public pour l'en faire sortir. Dans l'autre, la société prend en charge sa survenue et l'aide à s'y mouvoir, aide qui s'inscrit alors dans le registre d'une forme de résistance à l'État ou tout du moins à sa violence. S'il n'est pas douteux que les agents de police parisiens appréhendent l'artiste pour motif d'exhibitionnisme, il n'est pas moins douteux qu'ils auraient eu plus de mal à l'appréhender si les passants avaient eu le temps de l'observer, de lui parler, et peut-être de réfléchir avec lui à ce que pouvait impliquer le fait de s'exposer à ce moment-là, de cette façon-là, sur le parvis des droits de l'homme. En ce cas, l'artiste aurait créé une situation qui se serait avérée pour l'État plus menaçante, celle d'une imprévisible rencontre qu'il s'agit de prévenir en la transformant à ce que l'on appelait autrefois une malencontre, l'artiste s'étant malencontreusement trouvé là à ce moment-là. Dans un tout autre contexte, celui de l'occupation des ronds-points par les Gilets jaunes à partir de 2018, un gendarme affecté à la surveillance de l'un d'eux, à Marmande, en Gironde,
confia son inquiétude à la journaliste du Monde Florence Aubenas. Je cite le gendarme. « Des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer se mettent ensemble, ça fait peur. » Cette peur, qui paraît tout de même un peu exagérée, peut cependant se comprendre sous son rapport à l'imprévisible. Si des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer se rencontrent, alors on ne peut prévoir ce qui en sortira. À l'occasion de sa propre intervention dans ce séminaire, en décembre dernier, l'artiste Elsa Noyon a évoqué l'épisode des Gilets jaunes en présentant ses propres performances publiques de 2016-2017. Alors on dit l'épisode des Gilets jaunes comme s'il s'agissait d'une séquence politique, mais c'est en réalité un événement politique et dans certains cas poétiques, comme lorsque des couples de Gilets jaunes se formèrent pour valser avant l'aube autour d'un rond-point dont ils allaient être délogés sur l'air de la foule d'Édith Piaf. Les performances d'Elsa Noyon consistaient à installer une table et des chaises en un lieu donné, à Paris, Marseille, Berlin ou Beyrouth, et d'attendre de voir ce qui allait se passer une fois assise à la table. Elle fut elle-même surprise, reconnaissait-elle, de la rapidité avec laquelle les gens s'installaient à sa table, échangeaient avec elle et lui confiaient leur histoire. A priori, rien n'indiquait à ses convives passagers qu'Elsa Noyon était artiste. Et c'est ce qui distingue à mes yeux sa démarche de celle, par exemple, de Marina Abramovic dans The Artist is Present, performée au MoMA en 2010. En ce cas, le cas d'Abramovic, tout indique au contraire le titre de la performance, le lieu de son déroulement, le style des deux chaises et de la table, celui des robes de l'artiste, que l'on sort de l'ordinaire et que cette situation implique, de la part du spectateur, une certaine attitude, qu'on attend de lui une certaine posture, qui consiste en l'occurrence à regarder l'artiste dans les yeux sans engager avec elle de conversation. Que l'objet de la contemplation passe de l'œuvre à l'artiste ne modifie pas grand-chose à la symétrie du rapport qu'instaure la performance, si elle ne le renforce pas, et si chacun individuellement a pu être ému par le fait de se regarder, il n'est pas certain qu'ils se soient rencontrés, en dépit du durée de la performance, pendant 3 mois, 8 heures par jour, et moins certain encore que cette rencontre débouche sur quoi que ce soit de collectif. Un tel dispositif mime l'imprévisible, davantage qu'il ne vise à le déclencher, et il confirme chacun dans ses positions. Investir un lieu, de surcroît en adoptant l'uniforme d'employé de maison d'un double de fiction qu'elle nomme Theodora Luegwane, comme l'a fait donc l'artiste sud-africaine Senzeni Marasela le 8 mai 2015 sur le Campo Giacomo d'Alorio de Venise, perturbe davantage les conditions de la rencontre. L'artiste commence d'ailleurs par jalonner l'espace de sacs en plastique, de lignes et de signes de craie qui indiquent qu'ici quelque chose se passe, que quelque chose a lieu. Un investissement du lieu qui lui permet de s'y inscrire, d'y trouver sa place et depuis celle-ci d'en rencontrer les habitants, les habitués comme on dit, d'évaluer ce qui peut être échangé par-delà, mais sans en nier les contraintes, la barrière de la langue, la couleur de la peau ou la classe sociale. Au tout début des années 1980, David Hammond s'était installé parmi les vendeurs à la sauvette de Cooper Square à New York afin d'y vendre des boules de neige de différentes tailles à différents prix qu'il avait confectionnées lui-même. Là encore, rien n'indiquait qu'il fût artiste. Et il est probable que s'il lui avait fallu exciper de ce statut, cela n'aurait pas dissuadé les agents de police de l'arrêter s'il l'avait voulu. À ma connaissance, ça n'a pas été le cas, notamment parce que cette zone de New York constitue alors un espace où le commerce à la sauvette était toléré, ce qui permet d'ailleurs de s'interroger sur le rôle joué par les interstices urbains, par les zones marginales, ou reconnues comme telles, dans l'éclosion de l'imprévisible. Entre la place des droits de l'homme, extrêmement contrôlée à Paris, et l'espace contrôlé du MoMA, il y a davantage de ressemblances qu'entre ceux-ci et les lieux plus ouverts qu'investissent Elsa Noyon, Senzeni Marasela ou David Hammond, pour développer ce qu'on pourrait appeler leur dispositif d'imprévisibilité. C'est pourquoi ces stratégies de l'imprévisible mises en œuvre dans le champ politique se présentent comme des répliques aux tactiques de l'imprévisible qui régissent le champ politique et en justifient la violence. Il existe en effet une façon de prendre au mot Merleau-Ponty qui aboutit à ne pas tenir compte de ce qu'il dit. Cette façon pourrait être définie comme celle d'une politique de l'imprévisible si elle ne débouchait en réalité sur un dévoiement de la politique elle-même, en sorte qu'il faudrait mieux parler de tactique de l'imprévisible. Je m'explique. Elle consiste paradoxalement à reconnaître qu'il y a de l'imprévisible
et à juger que c'est là une situation tragique, sans en concevoir aucune forme de culpabilité. La première fois dans l'histoire européenne que cette tactique a été appliquée remonte aux années 1930 et 1940. Elle constituait alors une réponse à un phénomène nouveau par son ampleur, l'arrivée des réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche, réduits à l'état d'apatridie. Hannah Arendt comprit très tôt que les apatrides, parce que la privation de leurs droits de citoyens suffisait à les priver de leurs droits d'homme, mettent à nu, écrit-elle, beaucoup plus et bien plus clairement que tous les autres, la crise de l'État-nation. Ce dernier, l'État-nation, réagit alors, constate Arendt, en inversant l'échelle des valeurs, qui le qualifiait comme civilisé, pour refuser sa protection aux réfugiés apatrides qui se présentent à ses portes, puisque, écrit Arendt, puisqu'il représentait l'anomalie pour laquelle la loi générale n'avait rien prévu, mieux valait pour lui qu'il devint une anomalie pour laquelle la loi prévoyait quelque chose, c'est-à-dire un criminel. Il est sans doute un peu superflu d'insister sur le fait qu'au cours des dernières décennies, cette tactique de l'imprévisible n'a fait que se renforcer dans le domaine migratoire. Il suffit de rappeler qu'elle sollicite désormais immanquablement le mot de crise afin de pouvoir se flatter d'être innocent, alors même que ce terme de crise reflète avant tout le refus des États européens d'intégrer la dimension contemporaine et internationale d'un phénomène qu'il est illusoire de prétendre enrayer et qui ne peut au demeurant être qualifié ni de nouveau ni d'imprévisible. Ce qui était, aux yeux de Merleau-Ponty, une tragédie du politique, confrontée à l'imprévisible et présentée comme une tragédie contre laquelle... ce qui était pour Merleau-Ponty une tragédie du politique, confrontée à l'imprévisible, aujourd'hui est présenté comme une tragédie contre laquelle le politique ne peut rien, du fait précisément qu'elle est imprévisible, qu'elle lui est imposée du dehors, imposée de l'étranger. La non-imputabilité en cette matière, comme en d'autres, vaut impunité. Faire face à la crise, en être à la hauteur, veut désormais dire ne pas s'y confronter politiquement, mais y répondre par tous les moyens que le pouvoir politique met à la disposition de celui qui gouverne, y compris, et de manière en réalité prioritaire, la violence, qu'elle soit physique ou symbolique. Cette violence n'émane d'ailleurs pas exclusivement du champ politique, elle provient aussi du champ universitaire, qui, s'étant dépolitisé lui-même, se trouve également démuni face à l'imprévisible, qui consiste notamment à questionner son autorité, l'autorité de la parole académique, à travers des interventions et des procédures artistiques qui empiètent en réalité moins sur le domaine traditionnel de la recherche que sur toutes les zones de ce domaine qu'elle avait délaissées jusque-là et qu'elle croyait couvrir sans en parler. La cause des frictions actuelles, qui sont d'abord générationnelles, et de la tournure éminemment politique qu'elles prennent, tient au fait que l'abandon des champs politiques et universitaires par les politiques et les universitaires qui ont en charge de les entretenir ne signifie pas que ces derniers cessent d'en contester l'occupation par ceux qui ne posséderaient pas, a priori sur ces champs, de titre de propriété. L'abandon de l'espace politique n'a pas signé celui de la captation de la parole politique, il l'a au contraire renforcé. Ce paradoxe s'éclaire à la lumière de la question de l'imprévisible telle que la formule Merleau-Ponty. À le relire aujourd'hui, il devient clair que l'art politique, hérité de Machiavel, n'inspire plus guère qu'une profonde lassitude à ceux qui ont charge de gouvernement, que la tragédie les ennuie et qu'ils préfèrent l'action. Il n'en demeure pas moins troublant de constater comment la violence devient l'instrument d'un gouvernement las de faire de la politique, au moment où celle-ci prend sa forme la plus haute et la plus tragique, la forme de l'imprévisible. Il ne s'agit plus de transformer l'imprévisible politiquement, comme chez Machiavel, mais de le nier violemment. Pareille réaction s'accepte du politique aussi bien que du tragique pour réaliser ce fantasme bureaucratique qui s'accommode si bien avec ceux que nourrit concurremment la société du spectacle, qui consiste en premier lieu à abolir l'historique de l'histoire, pour mieux finalement nier l'imprévisible. C'est une citation de Claude Lefort. Ce pouvoir de nier l'imprévisible par la violence fait autorité, mais il feint de le faire. Il n'est pas l'autorité. Il en constitue même la corruption, comme chaque fois qu'autorité et pouvoir se confondent, ou que l'autorité recourt à la violence, ainsi qu'Arendt l'a démontré. Cette négation atteint les fondements même de l'autorité, qu'Arendt associe au fait de la naissance. Je reviens à la notion de commencement et de commandement. Le double sens de l'arché grec se rapporte chez Arendt à l'événement de la naissance. Elle écrit « La capacité même de commencer s'enracine dans le fait de naître.
dans le fait pour l'être humain d'apparaître au monde par la vertu de la naissance. Chaque naissance annonce la possibilité d'un nouveau commencement, et partant quelque chose d'imprévu. C'est dans le fait de la natalité, écrit Arendt, que s'origine ontologiquement la faculté d'agir. Nier qu'il y ait de l'imprévisible, c'est nier cette faculté sous prétexte, par exemple, qu'elle est inéquitablement répartie à la naissance. C'est aussi renoncer à élaborer ce qu'Arendt appelle des mécanismes régulateurs au sein même de la faculté de déclencher des processus nouveaux et sans fin. Ces mécanismes régulateurs, ils visent à permettre aux hommes de s'organiser socialement et politiquement sans être intégralement soumis à l'imprévisible. Le premier de ces mécanismes, le plus important pour Hannah Arendt, c'est le pouvoir de stabilisation propre à la faculté de faire des promesses. L'homme a la faculté d'agir et celle de faire des promesses. Par l'une, il s'ouvre à l'imprévisible et au temps qui change. Par l'autre, il se lie à ses semblables et défie le passage du temps en promettant « je maintiendrai ». Mais là encore, cette instance de la promesse, si chère à Paul Ricoeur, qui répète tout au long de ses livres que l'instance de la promesse, c'est « je maintiendrai », cette instance trahit sa dimension politique dès lors que maintenir signifie se délier des autres en privilégiant ce que Ricoeur appelle l'idem, l'identique à soi, au détriment de l'ipsé, le soi-même comme un autre, c'est-à-dire le semblable. C'est ce qui explique, je crois, que la parole des gouvernés soit systématiquement délégitimée par les gouvernants, qui frappent de nullité non seulement ce qui est dit, mais aussi le ton, le vocabulaire, l'accent, en un mot, la teneur de la parole, et en toute fin de compte, le fait même de l'avoir prise, comme si toute prise de parole attentait là aussi un droit de propriété, qu'elle menaçait un monopole aussi patiemment élaboré que prestement transmis, comme si elle contredisait en somme le rêve spectaculaire et bureaucratique d'une réalité dépeuplée, où le peuple devrait nécessairement manquer parce qu'il ne saurait s'inventer tout seul, faute d'avoir la parole, et quitte pour cela à le déplacer pour s'en assurer. Je cite de nouveau Ricoeur, mais cette fois dans un article intitulé « Pouvoir et violence » de 1989. Ce qui suscite la plus vive méfiance, écrit Ricoeur, ce qui suscite la plus vive méfiance chez Arendt, c'est précisément la prétention scientifique d'une critique qui se croirait supérieure à la pratique, c'est-à-dire finalement à l'échange public des opinions. Dans l'essai qu'elle a intitulé en 1970 « Sur la violence » et qui figure dans le recueil paru originellement sous le titre « Crisis of the Republic », Arendt cite incidemment un très bref passage du principe fédératif de Joseph Proudhon, où celui-ci soutient, je cite Proudhon, que la fécondité de l'imprévu excède de beaucoup la prudence de l'homme d'État. Et Arendt juge cette thèse, je la cite, heureusement toujours vraie. D'autant, ajoute-t-elle, que cette fécondité dépasse d'une façon plus évidente encore tous les calculs de l'expert. Arendt pointe alors cet artifice, écrit-elle, qui consiste à qualifier de fait dû au hasard ou encore d'ultime soubresaut de l'histoire ces événements inattendus, imprévus et imprévisibles, écrit-elle, afin de pouvoir les considérer comme non pertinents ou de les rejeter dans la fameuse poubelle de l'histoire. Ce genre d'artifice, conclut-elle, sert à préserver la cohérence théorique, mais en l'éloignant de plus en plus des réalités. Et pourrait-on ajouter de la politique elle-même, de cet espace qui est entre les hommes, là où la politique prend naissance, comme définit Arendt, la politique justement en se faisant ici aristotélicienne. À Berlin, porte de Brandebourg, le 3 octobre 2018, jour anniversaire de la réunification des deux Allemagnes, l'artiste Marta Gornicka a organisé, dans un cadre cette fois tout ce qu'il y a de plus institutionnel, ce qu'elle a appelé un stress test en chœur de la loi fondamentale. Le chœur, composé d'une cinquantaine de performeurs professionnels et amateurs, y a proféré de larges extraits de la Constitution fédérale allemande afin de vérifier et d'éprouver, je cite Gornicka, les limites et la force d'extension actuelle des mots de la Constitution face aux tensions de la société. Alors on ne saurait dire jusqu'à quel point la loi fondamentale allemande a passé le stress test que ce chœur lui a fait subir.
Ce qui est certain en revanche, c'est que cette épreuve a permis de faire voir celles et ceux qui résistent en reprenant cette parole qu'un texte porte en leur nom, mais quelquefois sans leur voix. Il est peu probable qu'une action artistique comme celle-ci débouche sur un changement politique profond. Mais sait-on jamais? L'imprévisible est comme le peuple, il existe en se montrant et il se montre au moment où il s'invente. Bien qu'on ne puisse dire ni quand, ni comment, on peut prévoir qu'il se montrera, on peut espérer qu'il s'invente. Et s'il est évident qu'un artiste ne lui servira pas de guide, on ne sait jamais par avance comment l'art oriente l'action politique. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que ce genre de réunion, ce type de rencontre, entretient une affinité avec la seule institution proprement révolutionnaire, c'est-à-dire la seule forme politique qui naisse des révolutions et d'elles seules, les conseils populaires. Par eux, écrit Arendt dans l'ouvrage intitulé « De la Révolution » qui est apparu en 1963, par ces conseils populaires, écrit Arendt, le peuple, que ce soit, elle prend les exemples des États-Unis, de la France, de la Russie, de l'Allemagne, de la Hongrie, le peuple vérifiait tout à coup, écrit Arendt, que nul ne pouvait se dire heureux sans avoir sa part au bonheur public, que nul ne pouvait se dire libre sans expérience de la liberté publique, et que nul ne pouvait se dire heureux et libre sans participer à la puissance publique et sans y avoir sa part. Avec ces conseils populaires, ajoute Arendt, ce à quoi l'on assistait dans les faits, c'était une désintégration accélérée de l'ancien pouvoir, la perte soudaine du contrôle des moyens de la violence et, en même temps, la surprenante formation d'une structure nouvelle de pouvoir qui ne devait son existence qu'au peuple et à ses élans organisateurs. Rien ne saurait décrire à ce stade ce que ceux qui prirent la parole dans ces circonstances, ici comme ailleurs, ont perdu en gagnant cette liberté-là. Sinon peut-être la joie de se retrouver, de se rassembler à nouveau, de danser comme ici, et d'imaginer de nouvelles formes de mobilisation et d'échange ou de profération de la parole. Alors en quoi les artistes auraient-ils un rôle particulier à jouer dans ce contexte? C'est peut-être la question par laquelle il aurait fallu commencer. Mais il convenait sans doute aussi de circonscrire cette question, car d'un côté comme de l'autre, du politique comme de l'universitaire, se forme bien souvent à l'égard des artistes une injonction à ce qu'ils prennent en charge la parole de ceux qui en se privaient, ou bien qu'ils développent une esthétique relationnelle qui serait une autre manière de retisser du lien social, comme on dit. Par une ironie supplémentaire, ceux qui s'alarment de ce que les artistes dépassent les limites de l'art pour se mêler de politique rejoignent ceux qui exigent d'eux qu'ils investissent artistiquement le champ politique ou universitaire qu'ils ont abandonné afin de le revitaliser. Non, je crois que la seule raison, pour conclure, qui justifierait qu'on attende plus des artistes que d'autres catégories de la population, viendrait précisément de ce qu'on n'attend rien d'eux, qu'ils sont au sein d'une société, ceux qui font ce que les autres ne font pas, et peut-être aujourd'hui, davantage encore, ceux qui font ce que les autres ne font plus. Hormis le cadre particulier de la commande, l'œuvre d'art n'est attendue de personne, remarque Bruno Perdurand dans un livre sur l'imprévisible dans l'art. Et même lorsqu'il y a commande, en fait, ce qu'en fait un artiste, ce qu'il fait de la commande, lui échappe, à lui comme à ses commanditaires, et cet échappé finalement pourrait bien être tout à la fois le signe qu'il y a de l'art et l'indice qu'il y a de l'imprévisible. Je vous remercie. Merci infiniment, Paul. Je suis sûr qu'il y a d'ores et déjà plein de questions qui germent ou d'échos, de remarques dont vous voulez faire part. Oui. Merci. Excusez-moi, je vais être un peu long. J'estime qu'entre inattendu et imprévisible, et d'ailleurs à un moment donné vous avez cité Hannah Arendt, il y a une feuille de papier qui sépare ces deux mots. Bon, donc effectivement il y a deux mots. Il y a une étrangeté, je crois que je ne me suis pas trompé, vous allez me le dire, c'est que vous nous avez montré des performances
Et le signifiant performance, il a été une fois ou deux écrit, mais vous l'avez prononcé qu'une fois. Pourquoi je vous dis ça? C'est que moi, je vais aller aussi du côté de l'art classique, mais qui n'était pas classique quand c'est survenu. Bon. À un moment donné, vous avez cité Agamben, et il me semble, si vous voulez retrouver la citation, il parle de liturgie et de théologie. La liturgie, c'est l'organisation du rite. La théologie, c'est l'étude de la parole de Dieu et de ses pairs. Théos, théologie. Et moi, il me semble qu'il n'y a rien d'inattendu ou d'imprévisible dans la liturgie, dans la mesure où, à un moment, prenons le christianisme, à un moment donné, on a fixé lors d'un concile la liturgie, où on a décidé en l'an 800 que l'Immaculée Conception de la Vierge, ce que les protestants ont récusé. Bon. Alors là, je vais un peu me déplacer. J'aimerais avoir votre avis, parce que oui, je tiens à dire, et ce n'est pas qu'un mot fonctionnel, j'ai été impressionné par votre texte très serré, vraiment très serré, mais j'ai eu du mal tout le long à faire le lien entre l'ordre du politique et l'ordre de l'artistique. Et alors, c'est quand même problématique, mais ça tient à mon écoute. Hein. Bon. Moi, je me pose la question, Pollock, quand il a pour la première fois inventé le dripping, c'est un acte inattendu ou imprévisible. La différence, c'est que comme il a répété, à un moment donné, il y a répétition. Et donc, pour prendre les performances, il faut bien être dans une posture de qu'est-ce que je vais faire avec quel objet et est-ce que je ne vais pas répéter ma performance? Alors effectivement, on pose la question de la réception. C'est-à-dire que selon le lieu où cette performance est organisée, la réception peut être différente. Mais en amont, il y a réflexion. C'est la fameuse question des écrivains et des artistes. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais inventer? Qu'est-ce que je vais écrire? Excusez-moi, je suis un peu long. Alors, non, mais je note. Prenons l'exemple, alors, qui a pour moi un exemple absolument majeur par rapport à l'histoire. C'est les Demoiselles d'Avignon. À la Dation en 81 de la succession de Picasso, en ce moment, on voit beaucoup de documentaires là-dessus. Et un des fils de Picasso a dit « L'État s'est comporté comme un fils aîné et a pris 20%. » Et qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Je ne sais pas qui a fait ça, mais ils ont récupéré tous les dessins préparatoires des Demoiselles d'Avignon. Mais il se trouve que les gens qui entraient dans l'atelier de Picasso et qui voyaient les Demoiselles d'Avignon, notamment Apollinaire, disaient « Pablo, tu déconnes. Ce tableau est resté, si je ne me trompe pas, 7 ans. » Et c'est je crois que c'est un... Bon, j'ai oublié son nom, qui a acheté le tableau. Voilà, qui a acheté le tableau. Mais pour moi, les Demoiselles d'Avignon, c'est l'acte le plus inattendu et imprévisible dans l'histoire de l'art contemporain. Alors, quand Picasso dit comme ça, comme une confidence, Cézanne, c'est notre maître à tous, comment il a déplacé Cézanne? Bon, donc si vous voulez, moi, vous avez choisi, mais c'est étrange quand même, réfléchissez à ça, pourquoi le mot performance, il a fallu attendre au moins le dernier tiers de votre intervention pour qu'il soit prononcé. Et moi, je pensais à des actes complètement imprévisibles qui ont modifié notre regard fondamentalement. Alors, j'ai pensé que Freud disait il y a 3 métiers impossibles: enseigner, gouverner, psychanalyser. Donc, si vous voulez, là, vous avez parlé beaucoup de politique et de l'imprévisible dans la façon de gouverner la cité. Donc, ça, c'est de plus en plus difficile, hein, mais il mettait ça sur le plan d'une impossibilité. Bon, pour finir, je suis quand même très surpris. C'est Arendt, hein, vous avez beaucoup cité Arendt.
je crois, vous dites que toute naissance est imprévisible. C'est pas exactement ça. Oui. L'imprévisible est contenu de toute naissance. C'est-à-dire que Ah chaque oui. fois qu'un enfant naît, Oui, on ne sait pas non seulement ce qu'il deviendra, c'est autre chose Oui. pour Arendt, mais ce qu'il peut faire. C'est-à-dire que la faculté d'agir est inscrite dans le fait de la naissance, oui. de faire quelque chose de nouveau. Bon, mais pour finir, vous savez bien que dès qu'il y a apparition, naissance, l'hypothèse mort, elle est fatale, elle est très prévisible. Donc, si vous voulez, moi je pense que la problématique de l'imprévisible, elle tient à un moment donné à des césures. C'est-à-dire en l'histoire de l'art, et moi je suis réservé sur certains types de performances qui apparaissent comme imprévisibles, et excusez-moi, qui sont de l'ordre de la répétition. Merci beaucoup pour vos différentes questions. Alors pour revenir sur Arendt, ce qu'elle dit, c'est que effectivement, s'il n'y avait pas de l'imprévisible, on se vouerait à la mort. Si la mort était un horizon, c'est à la fois l'événement le plus prévisible et le plus imprévisible. C'est ce qui explique, notamment par exemple quand Philippe Ariès explique que tout le rituel au Moyen-Âge va être de prévenir la mors repentina, la mort subite. Ça, c'est ce qui terrifie tout le monde. Donc il y a la bonne mort qu'il faut accomplir. Mais effectivement, on s'éloigne un peu. Pour les Demoiselles d'Avignon, je ne suis pas sûr. Je veux bien vous répondre sur Pollock, parce que justement, il y a le très beau texte de Louis Marin, quand il dit ce que fait Pollock, c'est faire sortir la ligne de son arroi, et ça nous plonge dans le désarroi. Et donc, avec toute cette réflexion-là, effectivement, Pollock est un des premiers à travailler sur une forme d'imprévisibilité, de perdre la maîtrise. Et c'est évidemment pas innocent, c'est Harold Rosenberg le voit comme un acteur en scène et plus comme un spectateur qui ferait de l'action painting. Néanmoins, il me semble, et c'est pas du tout un reproche, c'est un fait, que Pollock continue en partie à être dans un registre que j'essayais de qualifier de machiavélien, pas machiavélique, mais de machiavélien, c'est-à-dire de s'emparer de l'imprévisible, de pouvoir faire quelque chose. Il répète. Oui, éventuellement par la répétition, mais avec, pour faire du sous-Deleuze, de la différence à chaque fois qu'il y a une répétition. Mais les artistes dont je montrais les actions, eux ne cherchent pas à maîtriser la situation. Ils essaient de déclencher au contraire quelque chose qui serait de l'ordre de l'imprévisible, et ce serait peut-être là, effectivement, la différence. Alors je vais bizarrement défendre un peu Agamben. Agamben parle de liturgie en disant la plupart des œuvres d'art contemporain ne sont plus en elles-mêmes des œuvres, ce sont des prestations publiques du type de la liturgie, donc exactement ce que vous indiquiez. C'est moi qui ai ajouté, le problème c'est que très souvent dans le vocabulaire même d'Agamben et dans son système de pensée, ça aboutit à des catégories théologiques. C'est-à-dire quand il dit liturgie en se fondant sur l'étymologie grecque, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à considérer que les artistes feraient de la liturgie. Le problème, c'est qu'Agamben n'utilise pas le mot liturgique en réalité d'après son étymon grec, mais d'après ce qu'il va en faire théologiquement, d'après ce que ça va devenir théologiquement. Et je crois que parmi les très nombreux reproches que fait Catherine Malabou à tous les penseurs qui s'emparent de l'anarchisme, c'est un des plus pertinents, est celui de dire que Dieu est partout chez Agamben, et que c'est un peu le problème. Il prend beaucoup de place dans la pensée d'Agamben, et j'essayais simplement de pointer cela. Je ne sais plus. J'ai répondu ou pas? Oui. À peu près. Oui, ça va? Oui. Okay, merci. D'autres questions? Du coup, j'ai piqué le micro. Je m'en fous si c'est un truc anarchique. Je décide par moi-même. Non, pardon. Merci pour ton intervention et effectivement sa densité et puis tous les. C'est marrant. Je trouvais qu'il y avait un truc à la fois très philo et en même temps, tu as plein d'exemples précis qui sont basés sur des œuvres. Donc il y a un truc qui nous amène, qui moi personnellement m'a amené à réfléchir d'une manière assez conceptuelle et puis en même temps à me poser des questions genre œuvre par œuvre, quoi. Et donc ça c'est super que je pensais. J'ai juste deux petits trucs. Il y en a un sur le côté genre imprévisible. Qu'est-ce que
pas forcément en étymologie, mais ça voudrait dire quoi? Genre prévisible, avant de voir, donc ce qu'on pourrait se projeter sur après, et donc le imprévisible, le refus de voir ce qu'il y aurait après. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et donc une espèce de refus de contrôle, ou de je veux pas penser les choses en termes de cause à effet, ou je veux être surpris, je veux laisser les choses survenir, émerger, tous ces trucs sur le contrôle et tout. D'un point de vue philosophique, je trouve ça marrant, mais du coup je me dis le fait qu'on ait des mots, qu'on ait des concepts, ou des catégories, ça bloque un peu l'accueil de l'imprévisible. Mais là, je vais virer New Age, alors du coup, je laisse tomber. Et je pensais en fait Du coup, j'ai une question qui serait qu'est-ce que tu penses du rapport entre hasard et imprévisible? Ça, penser dans une utilisation vraiment de l'imprévisible dans la création, qui est de se dire à un moment... comme a pu le faire Cage, mais même comme on peut le faire au quotidien, de se dire, OK, il y a un moment, il y a des trucs que j'essaie de trouver des stratégies, ou des tactiques, c'est plus des tactiques pour être avec De Certeau, où ça va produire de l'imprévisible. Et en fait, cet imprévisible-là, ça va enrichir mon boulot. Après, je vais souvent revenir... c'est un jeu collectif, mais les artistes vont souvent revenir derrière pour sélectionner tel ou tel truc, mais... Comment l'imprévisible peut être un outil au service de la création? Merci beaucoup. Ça me permet justement de, en partie, répondre à un aspect auquel je n'ai pas répondu. Cette notion d'imprévisible par rapport à c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que c'est du visible qui n'est pas encore arrivé, etc. Ça vient notamment d'un très beau livre qui n'est absolument pas connu, c'est quasiment un conte d'auteur, d'un critique d'art qui n'est pas très connu non plus, qui s'appelle Maurice Benamou, et qui a écrit un recueil de ses... texte qui s'intitule Le visible et l'imprévisible, qui est un hommage à Merleau-Ponty, au visible et à l'invisible. Mais je trouvais ça très beau, tout d'un coup, d'imaginer, hop, il y a une sorte d'écart. C'est pas forcément visible, c'est pas forcément invisible. On ne sait pas exactement. C'est quelque chose, une forme de visibilité ou de visualité qui pourrait advenir. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que l'imprévisible survient, c'est-à-dire qu'il n'est pas en rapport direct avec ses causes. Il est toujours une sorte de surajout qu'on ne pouvait pas du tout attendre précisément. Je dis ça parce que Maurice Benamou a été un critique intéressant en France de Pollock, justement, même si lui est plutôt spécialiste, de gens, et je réponds par là à votre deuxième question, de gens qui, comme Jean de Gotex, à la même période, ont beaucoup joué avec l'imprévisible, mais là encore, et de nouveau ça n'est pas un reproche, d'une manière machiavélienne. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, je vais susciter de l'imprévisible, mais pour pouvoir m'en emparer. Je vais essayer de créer du hasard, de laisser advenir le hasard, mais pour pouvoir quelque part le maîtriser en l'œuvrant, c'est-à-dire en le mettant dans l'œuvre. Les exemples que je prenais là, et c'est pour ça qu'ils sont à la lisière de l'artistique et du politique, ce sont des artistes qui essaient de susciter de l'imprévisible pour déclencher du politique. Pas nécessairement pour faire œuvre, pas nécessairement pour réaliser une performance, mais pour tester, sous forme d'un stress test parfois, les limites en fait de ce qu'est un artiste, de son intervention dans l'espace public, de ce qu'est l'occupation de l'espace public, et les réactions de l'État, les réactions de la société et les réactions de l'État. Est-ce que la société laisse faire? Est-ce que l'État laisse faire? Ou est-ce qu'il ou elle réagit pour empêcher l'occupation de l'espace public et considère que certaines formes d'intervention dans l'espace public ne sont pas artistiques et donc qu'elles relèveraient de catégories pénales, par exemple. Donc ce sont des artistes qui ne cherchent pas, justement, qui seraient dans une posture ou une position qui est post-machiavélienne. C'est-à-dire on ne suscite pas le hasard pour faire œuvre, on suscite le hasard pour faire du politique. Mais par contre, leur façon de le faire est un dispositif artistique. On n'est pas très loin des situs, hein, j'ai pas compris. Merci pour ton intervention. Moi, je ne sais pas si c'est tout à fait une question, mais tu as évoqué certaines figures de l'imprévisible, comme échappée, comme déroute. Il y a un mot que tu n'as pas utilisé, mais qui est très proche de ce registre sémantique, qui est l'extravagance. Et je pense à la performance de Cohen, qui relève vraiment de l'extravagance. Et l'extravagance serait ce qui ne relève pas de la bienséance, de la bien-pensance. Et c'est en cela qu'on pourrait y voir une figure éminemment politique. Mais ce serait la figure politique de celui qui n'a pas la force, qui ne peut pas instaurer de rapport de force.
Et donc la déroute et l'extravagance, c'est, pour le dire un peu simplement et trop rapidement, c'est la stratégie du pas de côté. Et je trouve que c'est tout à fait passionnant dans la puissance de celui qui n'a pas la puissance. Et qui fait se rejoindre la dimension d'extravagance d'une démarche artistique qui ne correspond pas à tout type de démarche, mais très souvent, je sais pas, Francis Bacon qui dit si on veut être peintre, il ne faut pas avoir peur d'être ridicule ou ce genre de choses, et faire se rejoindre ces figures-là avec un acte implicitement ou explicitement politique. Ouais, merci beaucoup. Il est très très bien ton mot d'extravagance. Là, voilà, bah non, mais il vient très très à point parce que justement l'offense que pourrait constituer l'exhibitionnisme de Stephen Cohen, elle est justement, elle crée un rapport de force avec la force, la violence que l'État, justement, peut restituer. Et elle s'inscrit, vous l'avez sans doute deviné aussi, dans un contexte post-Manif pour tous, qui, évidemment, indiquait aussi une violence de la société vis-à-vis d'une personne comme Stephen Cohen. Et donc, oui, ça me paraît très, très important, la façon dont Stephen Cohen se rend à tous égards vulnérable. C'est-à-dire que dans le bidonville, vu les chaussures qu'il a aux pieds, il ne peut pas se déplacer sans aide, en tout cas pas longtemps. Et c'est cette vulnérabilité-là qui crée un rapport de force, qui suscite effectivement un rapport de force. Et ça me fait songer, parce qu'il y a des étudiants ici du cours de ce matin, à une notion qu'on a abordée dans le cours de ce matin et qui adhère assez bien malheureusement à ce qu'est Stephen Cohen, c'est la notion de paria, c'est-à-dire l'artiste comme paria. Alors je m'en excuse, ça vient aussi de Arendt quand elle lit Bernard Lazare et qui lui défend la notion d'un paria conscient, c'est-à-dire le juif assimilé serait le paria conscient qui essaye de porter la parole des parias inconscients qui ne sont pas conscients d'être parias parce qu'ils sont restés dans le shtetl et qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais c'est une notion, le paria, en fait, qui anticipe chez Hannah Arendt la notion de l'apatride, c'est-à-dire celui auquel la société refuse des bienfaits, ces bienfaits, celui auquel l'État essaie de contrôler. Pourquoi ? Parce qu'il extravague, justement. Parce qu'il erre, parce qu'il est nomade, parce qu'il ne s'habille pas comme tout le monde. Et dans sa lecture qu'elle fait non plus de Bernard Lazare, mais de Heinrich Heine, elle essaye de montrer que le paria est en fait un poète. Et que c'est par la poétisation du monde que le paria se distingue du reste du monde, et en même temps qu'il devient un critique de ce monde. C'est-à-dire sa force politique du paria, c'est d'être hors du monde, voire même de refuser d'appartenir à cette société. De dire non, je n'appartiendrai pas à cette société, mais il va poétiser et politiser son rapport à cette société. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Merci beaucoup, Paul, pour cette super belle intervention que tu nous as offerte. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont tu nous as tracé vraiment des histoires à la fois théoriques, esthétiques, politiques et artistiques. Et effectivement, tu as pris comme exemple notamment des performances. C'était très important, je pense, de voir comment la performance peut devenir un geste, notamment dans l'espace public, un geste qui a le potentiel éventuellement de désactiver quelque chose en fait au sens du politique, ce qui veut dire qu'effectivement il y a un hasard possible ou pas possible en fait dans ces gestes qui se rend justement qui émerge, qui apparaît, qui se rend apparent, et ces relations justement à l'imprévisible, au potentiel, me semble hyper important de les mettre en lumière justement aujourd'hui, et en plus dans les contextes, les climats politiques dans lesquels on vit aujourd'hui, et par rapport à ces injonctions dont tu as parlé à la fin de ton intervention. Donc je te remercie beaucoup d'avoir mis ça en exergue. Et je voulais surtout voir dans quelle mesure tu pourrais éventuellement revenir aussi à la notion des temps,
parce que tu as beaucoup parlé de la relation entre les visibles et l'invisible à l'intérieur de la notion de l'imprévisible. Mais il me semble qu'il y a quand même, tu es revenu quand même plusieurs fois, mais peut-être d'une façon un peu trop courte, à ces relations au temps, parce que ça veut dire qu'avant l'arrivée de l'imprévisible, il y a quand même un temps qui précède l'imprévisible, dans lequel quelque chose est latente. Et ce temps latent, des latences, je ne sais pas si tu pourrais en développer davantage, justement, un peu plus maintenant. Oui, alors je ne suis pas sûr d'arriver à développer de manière satisfaisante, mais ce qui est très frappant dans effectivement l'intervention de Cohen au Trocadéro, c'est justement qu'il n'y a pas le temps. Et ça, c'est un peu presque la surprise d'imprévisible. On se dirait que c'est un instant qui surgit de nulle part. Et en fait, une situation, ça s'installe. Pour que l'imprévisible ait lieu, il faut qu'il y ait, c'est pour ça que je disais que l'imprévisible c'est le geste, il faut qu'il y ait une rencontre. Il faut au sens où des exemples que j'ai donnés, c'est-à-dire l'artiste, que ce soit Elsa Noyon par exemple, va essayer de déclencher une rencontre. Mais si Elsa Noyon, au moment où elle pose ses chaises et sa table à un endroit, on l'en dégage, il n'y a pas le temps d'instaurer quelque chose qui ferait qu'il y a une rencontre imprévisible. Et le déplacement de l'artiste de l'espace public, l'évacuation de l'artiste de l'espace public, c'est justement du prévisible. Ce qui est imprévisible, c'est qu'on laisse quelqu'un s'installer dans l'espace public avec sa table, ses chaises, ou faire le zozo avec un coq attaché à son pénis. Ça, c'est imprévisible. Et c'est pour ça que... mais là, je suis en train de partir vers l'espace, mais je vais revenir au temps. C'est pour ça que il y a des espaces propices à l'imprévisible qui sont les espaces interstitiels, c'est-à-dire les espaces qui sont encore investis par la société, mais pas sous la modalité du contrôle, qui échappent par conséquent au contrôle de l'État. Le parvis des droits de l'homme est sans doute un des endroits les plus surveillés de Paris. Donc il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps d'instaurer de l'imprévisible. Un espace interstitiel ou un espace entre deux. Voilà, quand Elsa Noyon parlait d'un quartier que je connais bien, la Goutte d'Or, la Goutte d'Or, il s'en passe des choses imprévisibles. Donc, qui est quelqu'un qui décide à un moment de se poser avec ses chaises en plastique et sa table sur un petit square de la Goutte d'Or, il n'y a aucun policier du coin qui va s'en émouvoir particulièrement. Si vous faites la même chose avenue Gabriel derrière l'Élysée, devant l'ambassade des États-Unis, il est probable qu'assez rapidement il y ait une réaction. Et donc il y a des sortes de conditions. Ça renvoie presque à ce que disait Merleau-Ponty comment on fait pour qu'il y ait une couleur. Il faut qu'il y ait une étendue de couleur. Donc il faut qu'il y ait une étendue d'espace, il faut qu'il y ait un temps étendu pour que l'imprévisible puisse surgir en un moment, l'imprévisible à son moment. Et c'est peut-être ce qui distingue justement l'imprévisible au sens actuel, aujourd'hui, de l'instant décisif au sens de Machiavel ou d'Henri Cartier-Bresson. C'est-à-dire, pour Machiavel, il y a un instant là où il faut que l'homme politique sache s'en emparer. Il y a le kairos, il y a l'occasion. Là, il faut vraiment savoir s'en emparer. Si l'homme politique sait s'en emparer, il fait preuve d'autorité. Il maîtrise le temps, y compris le temps qui surgit de nulle part. S'il n'en est pas capable, il perd son autorité. Et pour Arendt, ça veut dire que la seule option qui lui reste, c'est la violence. Donc, je n'ai pas besoin de faire un schéma. Il y a suffisamment d'exemples précis là-dessus. Mais justement, cette façon de s'emparer du temps, de la flèche du temps, etc., c'est une façon, oui, qui correspond à un certain mode de représentation, justement. Dans des performances qui seraient non pas représentationnelles, mais présentationnelles, qui présentent un corps, eh bien, le temps n'est pas le même. Il y a un temps avec une étendue supérieure. Et cet imprévisible politique-là, il lui faut du temps. Encore une fois, ce n'est pas pour rien que toute occupation imprévue de l'espace public, dans des espaces très contrôlés, donne lieu à une réaction. Il ne faut pas que ça s'installe. Il ne faut pas qu'il s'installe. Que l'on parle des migrants ou d'autres. Parce que s'ils s'installent, après, ça va être compliqué. Ben oui, qu'est-ce qui va être compliqué ? Peut-être que les voisins vont commencer à s'intéresser à eux, à discuter avec eux, à leur apporter à manger. Et donc à discuter avec eux. Donc il ne faut pas que l'imprévisible s'installe. Il ne faut pas qu'ils se rencontrent. Il ne faut pas que la rencontre ait lieu.
Et donc oui, on est bien obligé de se rendre compte que l'imprévisible n'est pas juste un kairos, c'est un temps chronos à l'ancienne, quoi. D'ailleurs, merci de rappeler justement quel est le contexte, la situation, c'est-à-dire l'espace dans lequel chaque performance a lieu, extrêmement important. Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur les deux exemples justement que tu nous as commentés de Stephen Cohen, donc l'un qui est à Paris, à Trocadéro, et puis la performance justement à Chandelier à Johannesburg. Donc, on est dans des cadres d'espace public très différents. Est-ce que tu as des informations sur justement celle-ci, dans quel quartier? Parce que justement, on n'est plus du tout soumis au même système de surveillance qu'au Trocadéro. Et d'ailleurs, bon, mais pour rappeler, je pense que tu ne l'as pas dit, mais pour rappeler, Stephen Cohen, il est sud-africain, donc un blanc sud-africain qui retourne en Afrique du Sud, investir l'espace public dans un quartier très défavorisé de Johannesburg. Et du coup, je me demandais si tu pouvais un petit peu aussi revenir justement sur ces différences à propos de l'espace public dans lequel les artistes décident de s'investir avec une certaine communauté. Oui, absolument. Stephen Cohen est donc sud-africain, comme tu l'as rappelé, et il vit depuis une quinzaine d'années en France, à Lille. Il n'est pas un gros fan de la France, hein, mais il vit néanmoins en France. Et il avait quitté l'Afrique du Sud, notamment en raison et de sa judéité et de son homosexualité, dans un contexte d'apartheid où et la judéité et l'homosexualité étaient évidemment problématiques. Et pour l'anecdote, qui n'en est pas une, c'est que peu de temps avant The Coq Project, dans le contexte de la Manif pour tous, il s'est fait passer à tabac à Lille un soir où il était habillé en noir, enfin en tenue de ville, parce que ça c'est pas tellement une tenue de ville, et donc ça l'a aussi beaucoup marqué, ça, de ce type d'atteinte à sa personne. En Afrique du Sud, à Johannesburg, il se trouve que il est en fait dans un espace qui se trouve à côté de l'endroit où il avait sa résidence d'artiste et qui correspond à des habitats informels qui se forment justement dans les interstices urbains et qui sont démantelés en Afrique du Sud avec deux vagues. La première vague, c'est ce que les habitants des habitats précaires appellent les fourmis rouges. En fait, ce sont des pauvres auxquels on donne des t-shirts rouges et qui ont des bâtons et qui viennent chasser en fait à la place de la police les habitants avant que les bulldozers deuxième phase n'entrent en action. Et Stephen Cohen intervient, il arrive en même temps que les fourmis rouges. C'est-à-dire il décide de descendre au moment où les fourmis rouges arrivent. Et c'est pour ça qu'au tout début, on voit un de ces agents, que je vais arrêter d'appeler une fourmi rouge, un de ces agents qui le voit, qui ne comprend absolument pas ce qu'est cette espèce de grand échalas qui se pointe. Et il lève le casse-tête, donc avec une boule au bout, pour lui en coller un coup sur le crâne. Et c'est là que des femmes interviennent, des femmes du bidonville en question, en disant non, tu t'approches pas. Et comme elles constatent, et elles ne sont pas les seules, vous le voyez qu'ils galèrent quand même beaucoup à se déplacer, elles vont l'aider, puis à un moment, ça va les faire rire et elles se mettent à danser. Et donc, voilà, il y a quelque chose qui se joue là. Encore une fois, l'irruption dans l'espace ne se fait pas dans le même espace. Et un espace réputé par définition violent, puisque c'est un espace littéralement hors la loi, s'avère un espace plus social qu'un espace dans la loi et protégé par les gardiens de la loi, comme le Trocadéro. Qu'on me comprenne bien, je n'ai pas de problème particulier a priori sur le fait que l'on qualifie pénalement l'intervention de Stephen Cohen d'exhibitionnisme sexuel. C'est-à-dire, la loi qualifie en France d'une certaine façon le fait de présenter ses génitalia pour aller vite en public, donc c'est une exhibition sexuelle. Il y a un problème avec le discernement de ceux qui sont là pour appliquer la loi. Notre société, normalement, devrait être suffisamment robuste et sûre d'elle-même pour admettre, avec un peu de discernement, que cet homme-là ne s'est pas présenté à midi,
qu'il s'est présenté à 7h30, avant que les enfants n'arrivent. Alors, il y a un quart de nonne, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ça, voilà. Mais bon, c'est pas non plus un drame. Qu'il n'y a pas d'exhibition sexuelle au sens d'une tentative d'agression sexuelle. Que de toute façon, il n'est pas libre de ses mouvements parce que c'est son coq, sur les super jeux de mots de Stephen Cohen, c'est son coq qui le dirige. Donc, voilà, et c'est trop extravagant pour être pénalement pris sérieusement, pour reprendre ce que disait Fabien. Et non, il n'y a pas ce discernement-là. Par ailleurs, je me permets d'abonder dans le sens de Cohen. Il y a quelque chose de très, très surprenant à l'heure où les artistes français sont prompts à s'inquiéter du puritanisme importé des États-Unis, à ce qu'aucun d'eux ne se soit manifesté. C'est quelqu'un qui est depuis 10 ans dans le monde de l'art français. La seule qui s'est manifestée, c'est Sophie Calle, pour lui demander « Tu veux que je m'habille comment pour le procès ?» Elle lui a dit « Laisse tomber ». Voilà, donc il y a quand même quelque chose de très très étonnant, parce que ce à quoi confrontent les Français, nous-mêmes, Stephen Cohen, c'est à notre propre puritanisme, et c'est aussi à notre propre hyper-contrôle de la société. Voilà, Stephen Cohen pourrait, lui, être tout à fait fondé à dire on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus se promener tout nu dans la rue. Il en a fait l'expérience. Merci beaucoup. Je t'en prie. S'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, moi j'aurais une question ou remarque. Et puis ouais, j'en aurai encore une autre pour après. J'ai beaucoup apprécié la distance. D'abord, merci infiniment, c'était magnifique. J'ai beaucoup apprécié la distinction que tu fais entre les artistes qui tendraient à maîtriser l'imprévisible et qui en font une matière sur un mode machiavélien, et puis c'est d'autres catégories d'artistes qui cherchent à libérer de l'imprévisible, avec tout ce que tu as dit sur la liberté, l'ouverture, la percée, etc. J'ai été frappé, comme pas mal d'autres aussi, que les dispositifs visant à libérer de l'imprévisible est tous partie liée à l'intervention dans l'espace public, que ce soit le monument ou la performance. Et je vois bien pourquoi, puisque là, on est vouloir maîtriser l'imprévisible de la réaction des usagers habitants du lieu. Relève plus d'une possibilité artistique, à la rigueur ça relève de la police et où justement on veut s'en servir comme d'une contre-politique. Mais alors, face à ce constat, je me faisais deux remarques. Enfin, j'avais une question et peut-être une remarque. La question c'est, est-ce que cette limitation de tes exemples et de ton propos à l'intervention dans l'espace public et on va dire contingente, et qu'il y aurait d'autres manières de libérer de l'imprévisible sans entrer dans ces sortes d'esthétique relationnelle aussi, enfin, où une partie du dispositif de l'œuvre est absolument liée à la manière imprévisible dont les usagers vont l'activer ou pas. Est-ce qu'on peut être dans de l'imprévisible solitaire, si je puis dire ? Ça, c'était la question. Et la remarque que je me faisais, qui est encore assez vague, mais ou pas assez élaborée conceptuellement, c'est qu'en tout cas, cette prégnance de l'intervention dans l'espace public, dans ton propos, avec tout ce qu'elle a de low-tech et d'immédiatisme ou de visée d'immédiatisme, c'est-à-dire mettre des corps en présence les uns avec les autres et voir ce que ça donne, me paraît, je crois, extrêmement précieuse dans le contexte général dans lequel nous vivons après les années de confinement et avec une sorte de restriction et des usages possibles communs de l'espace public qui ne soient pas réglés à l'avance, soit par le travail, soit par la consommation. Et
et que s'il y a des luttes à mener à la jonction de l'artistique et du politique, c'est sans doute pour nous réapprendre à faire de l'espace public et des corps et de nos corps et de l'usage que nous faisons de nos corps dans ces espaces publics communs, nous réapprendre à être inventifs avec. Voilà. Bon, voilà. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Oui, les exemples que j'ai pris sont pris dans l'espace public précisément parce que l'imprévisible, en tout cas, je ne vais pas le dire comme ça, mais post-machiavélien, je sais pas, voilà, me paraît être justement n'a de véritable sens que dans la rencontre. Donc on peut se rencontrer soi-même, mais voilà, on peut sortir. C'est pour ça qu'à un moment je disais, bon, l'imprévisible peut être une extase, mais oui, mais c'est imprévu pour soi. Et on revient presque à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire comment je déclenche de l'imprévisible pour mon œuvre ou pour moi. Et là, c'est effectivement autre chose. Et encore une fois, là, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est une observation en vieil historien d'art bien classique, une observation d'un phénomène relativement nouveau et suffisamment, avec suffisamment d'occurrence pour que ça devienne quelque chose de massif, de constater, voilà, ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour constater qu'il y a un abandon du champ politique, donc de l'espace public, et il y a un réinvestissement de ce champ politique, de cet espace public, aussi universitaire, par des artistes, mais pas pour simplement présenter leurs œuvres ou se présenter comme artistes, pour essayer de faire qu'il y ait de revivifier, là pour le coup, cet espace qui est entre les hommes, comme dit Arendt, qui est l'espace politique. Tout simplement que les gens se parlent. Alors qu'ils se parlent pour se disputer, qu'ils se parlent pour s'entendre, mais que les gens se parlent et qu'ils soient là. Il y a vraiment l'idée d'un moment. Alors oui, ce serait quasiment, me fait penser du site spécifique art de performance, fait pour des lieux donnés ou pour d'autres lieux donnés. L'intérêt aussi, c'est qu'il y ait de l'aléatoire, du hasard dans le choix des lieux. J'étais très surpris, par exemple, de voir, c'est pour ça que j'ai insisté de manière très peu discrète, de voir que personne commentait le fait que Cohen se présentait sur le parvis des droits de l'homme. C'est pas la place du Trocadéro. Donc, et voilà, c'est pas par hasard qu'il se présente là, évidemment, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il le fait. Et oui, dans un contexte là aussi d'atomisation, l'artiste va faire en fait ce que le politique ne fait pas ou ne fait plus. Et ce qui est très frappant dans l'évolution du discours politique, c'est qu'il ne se fait plus en place publique. Et donc voilà, si le politique ne prend plus la parole dans l'espace public, qui prend la parole ? Il me semble qu'il y a deux catégories de gens qui parlent tout seuls dans l'espace public, les fous et les artistes. Donc il faut bien que quelqu'un prenne cette parole. Merci. J'aurais une autre question ou remarque ou suggestion. Est-ce que tu peux revenir sur le stress test de la loi fondamentale allemande ? Alors ça, faut voir la vidéo et c'est mieux de la voir presque au cinéma parce que c'est c'est impressionnant au point de vue sonore en fait. Visuel, on s'en fiche un peu, mais oui. Et ça a donné quoi comme résultat puisqu'un stress test, ça doit nous dire si ça tient ou si ça tient pas. Et c'était quoi le stress je saurais pas dire. Alors moi, j'ai découvert cette œuvre pas du tout au moment où elle a été faite. Elle a été sélectionnée pour la Biennale de Lyon. Voilà, qui d'ailleurs, quand tu parlais de low-tech, le thème de la Biennale de Lyon, c'était le manifeste de la fragilité. C'était justement cette question. C'est pour ça que cette Biennale me paraissait intéressante. C'est-à-dire qu'elle demandait ce qu'était la fragilité artistique comme force, mais sans vouloir trop. Et en fait, dans un des hangars des usines Fagor, on entendait, mais de très très loin, le boucan que faisait le chœur en question. On aurait dit une manif, en fait. Et quand on arrivait, on était face à vraiment des murs de son. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est à la fois très chorégraphié. C'est-à-dire qu'on voit Marta Gornica faire la chef de chœur, c'est-à-dire elle dirige, elle donne la parole. Et il y a un excès simultanément. C'est-à-dire qu'il y en a qui braillent, littéralement, ils hurlent
Voilà. Et il y a des canons, c'est-à-dire qu'ils reprennent, par exemple, nous sommes allemands, enfin nous, le peuple allemand, c'est repris, jusqu'à ce que ça commence à craquer en fait. C'est qui nous sommes allemands? C'est qui nous, le peuple allemand? Et je ne saurais pas dire si ça passe le test, parce qu'à la fin, comme je te l'indiquais, à la fin, ils lancent une musique et puis ils se mettent tous à danser après avoir proféré pendant une vingtaine de minutes ce truc-là. Mais il reste quelque chose, je crois, enfin dans l'expérience en tout cas que j'en ai faite, de la profération. Qu'est-ce que ça donne de proférer une loi fondamentale, un texte juridique? Qu'est-ce que ça fait entendre? Qu'est-ce que ça fait entendre aussi, parce que là, pour le coup, on serait dans la bien-pensance, parce qu'il y a de tout, quoi. Et toutes sortes de gens qui crient. Et effectivement, c'est pas la même chose que ce soit crié par un type dont visuellement on se dirait oui, il est allemand, que par une femme voilée, par un Allemand noir, par des personnes handicapées, etc., etc. Et donc c'est la seule notion qu'on pourrait apparenter, c'est une sorte de carnaval de la loi fondamentale, de prise de chair de la loi fondamentale, pour voir ce qui résiste, ce qui tient pas. Non, parce que je te posais toutes ces questions parce que j'essayais d'imaginer le semblable en France avec notre adorée Constitution de 58. Et je pense que les Allemands, aussi divers soient-ils, n'ont pas du tout le même rapport et ont un rapport sans doute beaucoup plus attaché ou respectueux. Mais Frédéric, je ne veux pas t'interrompre, mais tu n'as pas besoin d'imaginer. Il y a certains articles qui ont déjà été proférés très très fort de la Constitution de 1958. Donc tu sais déjà s'ils passent le test de la profération ou du gueuloir à l'Assemblée nationale. Pardon. Oui. Enfin. Non, rien. J'essayais d'imaginer ce que ça pourrait être en France, quelqu'un qui aurait ce projet-là sur 58. Ouais, ce serait très intéressant. Parce qu'il y en aurait qui seraient prononcés littéralement avec adhésion et emphase. Et il y en a d'autres qui seraient rigolos. L'article 14, le 49.3, évidemment. Bon, oui, je faisais référence au 49.3, mais oui, là, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, il y a des moments presque d'euphorie collective. C'est-à-dire, il y a des passages de la loi fondamentale allemande qui sont super heureux de dire. Et c'est ça, c'est pas un stress test simplement d'une sorte de mise à la torture de la loi. C'est aussi de voir ce que... je veux dire, dans notre Constitution est inscrit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pas mal comme texte. Comme texte et comme test. Mais c'est très, très... Ce sont des beaux textes aussi. Et c'est la beauté aussi du texte qui ressort de la profération publique. Ouais. Enfin, l'article 14... Non, pas forcément l'article 14, mais il y a il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Oui. Est-ce que vous arrivez à coordonner imprévisible et paradoxal à côté de l'opinion? Oui, encore une fois, le paradoxal s'arc sur une doxa. Il va à l'encontre d'une opinion qui est déjà formée. L'imprévisible n'a pas de relation aux causes. C'est-à-dire qu'il y a une disproportion totale entre l'origine et les causes. Mais alors, un truc paradoxal, parce que quand même je tiens à le citer, donc c'est un artiste autrichien dont on a emprunté, qui s'appelle Klaus Mostig, qui a eu la gentillesse voilà, ce sont ses dernières œuvres, et vous pouvez voir sur son site parce qu'il numérise très très bien et méticuleux. Et en fait, ce sont des graffitis qu'il a recensés dans l'espace public et qu'il reproduit à l'échelle 1:1 uniquement au crayon HB. Donc ça, c'est du crayon HB que vous voyez là, et je pense que ça vous plaira beaucoup. Une de ses premières reproductions à l'échelle 1:1, c'était Lavender Mist de Jackson Pollock. Et donc il a reproduit au millimètre près l'œuvre de Pollock, mais uniquement au crayon HB, donc en appuyant un peu plus fort, un peu moins fort sur le crayon pour donner les nuances. Et il fait ça depuis une quinzaine d'années, et il reproduit les dessins de sa fille à l'échelle 1:1 au crayon HB, enfin tout. Voilà. Et
c'est improbable là pour le coup. Et c'est drôlement bien. C'est très très beau comme œuvre. Pas de... ouais. Tu peux faire passer le... ouais. Oui, je voulais ajouter quelque chose, peut-être ouvrir sur la sphère numérique comme l'espace public. Je ne sais pas si ça... Ah non, ça fait quelques mois que vous m'avez vu en cours, vous savez que j'y connais rien. Justement, pour ouvrir la discussion. Allez-y, je vous en prie. Les discussions qui ont lieu donc, sur les réseaux sociaux, etc. Le concept même de viral qui se base surtout sur une production d'imprévisibles à foison, en fait. Et je me demandais jusqu'à quel moment, en fait, autant d'imprévisibles, ça a toujours un impact sur les gens, quoi. Voilà. C'est-à-dire comme s'il y avait une quantité d'imprévisibles, enfin de trucs générés de manière imprévisible qui est annulée. C'est ça. D'accord. Oui, ça j'imagine. Mais alors vraiment, je ne sais même pas vraiment ce que c'est un réseau social. Voilà, je pose la question juste avant. Mais oui, vous faites bien parce que oui, je pense que sur les réseaux sociaux où les phénomènes d'engouement, etc., peuvent être de l'ordre de l'imprévisible. Mais je ne suis pas du tout compétent. Ce que je comprends par contre, c'est qu'il y a toute une façon de manipuler cet imprévisible, c'est-à-dire de faire croire que ce sont des réactions spontanées ou des réactions... etc. Mais encore une fois, une réaction spontanée, immédiate, n'est pas une réaction imprévisible, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre la cause et la conséquence. Ce qui est complètement imprévisible, c'est pour ça que je parlais au tout début de l'humour, ce qui est complètement imprévisible, c'est ce que fait l'humoriste. C'est-à-dire quand il énonce un fait et que la conclusion qu'il en tire n'a manifestement absolument aucun rapport avec le fait qu'il a énoncé. Là, c'est complètement imprévisible et c'est drôle. Par contre, une réaction spontanée à vif, à chaud, n'est pas imprévisible. Oui, je suis content que vous ayez posé cette question parce que c'était celle qui était un peu présente en arrière-plan. Vous pouvez pas le dire. Non, parce que je laisse les choses ouvertes. Non, mais dans cette idée que tous les cas que tu mennonnais mobilisaient un espace public physique et surtout des corps vivants. Je t'avais pas vu venir du tout. Non, c'était aussi dans l'après-coup du séminaire d'avant, qui était sur les intelligences artificielles. Et c'est vrai que ce que je notais, c'était dans ton propos, l'association très claire de l'imprévisible au corps vivant et à la rencontre des corps vivants. Et j'entends tout à fait ce que vous avez dit sur ce qui apparaît comme de l'imprévisible dans les phénomènes d'engouement sur les réseaux, etc. Et ce qui m'a... Je rejoins ce que tu as dit, ça arrive, et puis surtout ça peut énormément se manipuler, et les machines sont prévues pour produire ça. Ce qui m'a frappé dans la séance juste avant le séminaire Milieu Associé, je l'ai découvert à cette occasion-là, c'est que pour les ordinateurs, les machines, c'est extrêmement compliqué de générer de l'aléatoire. Elles ont besoin d'entrées aléatoires pour coder, notamment pour des raisons de sécurité, mais on les a construites d'une telle manière qu'elles savent toujours à l'avance ce qu'elles vont produire. C'est leur principe. Et donc, j'ai découvert des systèmes très très compliqués où on a besoin de trucs naturels dans lesquels des phénomènes stochastiques incompréhensibles qui leur servent de ressources à aléatoires. Okay. Pour qu'il y ait de l'aléatoire. Je ne sais pas si l'aléatoire et l'imprévisible, c'est la même chose, mais en tout cas, il faut du corps physique. Et c'est une petite, comme un petit emblème ou un petit symbole de ce qui, à mon avis, il vient de se jouer là. C'est encore vivant, il n'y a pas d'imprévisible, quoi. Bon, c'est mon éloge de l'immédiatisme et de la présence naturelle. Voilà. C'est bon ? Ok. Merci. Merci à vous. On remercie chaleureusement Paul.